Bienvenue à cette conférence dont le thème ce soir est intéressant puisqu'il est l'objet de recherches et que ces recherches sont liées à une industrie naissante que sont les énergies marines renouvelables. On en a parlé beaucoup au début du mois puisque vous savez que les résultats du premier appel d'offres ont été donnés. Et donc c'est aussi dans ce cadre-là qu'on avait prévu, si c'était possible, de solliciter un intervenant pour nous parler des recherches notamment qui se font en droit maritime, puisque c'est encore assez flou pour tout ce qui est choix des sites, mais aussi installation des futures fermes hydroliennes ou parcs éoliens. Donc pour cela, nous avons invité ce soir Séverine Michalak, qui est donc doctorante en droit, spécialiste des énergies marines renouvelables à l'IUEM, qui est donc l'Institut universitaire européen de la mer à Brest. Donc je vous rappelle un peu le format, 3/4 d'heure d'exposé et 3/4 d'heure de questions, d'intervention de la part des participants. Bonsoir à tous. Je suis enchantée de vous rencontrer à Lorient. Je voulais tout d'abord remercier Annick Udenec, qui est ma directrice de thèse et qui m'a proposé de venir vous parler des énergies marines ce soir. Donc effectivement, c'est un sujet très intéressant et qui effectivement est ouvert à pas mal de pistes de recherche. Donc je vais dans un premier temps vous faire une petite introduction générale sur les énergies marines et ensuite je vous parlerai d'un aspect un peu plus précis de mes recherches qui concernent notamment les différents aspects des régimes de propriété en mer. Alors désolée si je parle un peu du nez, je suis un peu enrhumée, c'est pas très agréable. Alors, l'idée d'exploiter les énergies renouvelables en mer, évidemment, est loin d'être nouvelle. Jules Verne en parlait déjà dans 20 milieux sous les mers, notamment parlait de l'énergie thermique des mers. Les moulins à marée datent du Moyen-Âge, mais effectivement, on peut dire que les conditions favorables à leur émergence n'étaient pas réunies. Aujourd'hui, il y a une véritable prise de conscience d'une possible pénurie des ressources fossiles, de la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de répondre aux besoins croissants en énergie et du caractère restrictif de l'espace terrestre. Le développement des EMR s'inscrit dans la lignée des protocoles de Kyoto, de Copenhague, du paquet énergie-climat européen et de la loi POP de 2005. Le Grenelle de la mer a fixé un objectif de 3% d'énergie marine parmi les 23% d'énergie renouvelable d'ici 2020. Et afin de réaliser cet objectif, il a notamment été prévu d'installer des parcs éoliens maritimes de 6 000 MW sur un total de 25 000 MW de production d'énergie éolienne, et cela pour le 31 décembre 2020. C'est d'ailleurs dans ce cadre que s'inscrit le dernier appel d'offres, le tout récent appel d'offres qui a été lancé en juillet 2011 et dont les résultats sont parus donc en avril, et qui porte sur l'installation de 1928 MW. Alors effectivement, c'était 3 000 MW qui étaient prévus auparavant, mais comme il y a une zone, donc le Tréport, qui a été finalement abandonnée, on est parti donc maintenant sur 1928 MW, donc espérons effectivement que le second appel d'offres compense ce manque. Quant aux autres énergies marines, la programmation pluriannuelle des investissements 2009-2010 a prévu en France pour 2020 un potentiel de production d'électricité par l'énergie thermique des mers de 200 MW dans les DOMCOM, par les hydroliennes de 400 MW et de 200 MW par l'énergie des vagues. L'État français a mis en œuvre des politiques et une stratégie pour favoriser et organiser le développement des EMR. Le Grenelle de la mer contribue à la définition d'une stratégie nationale pour la mer et le littoral en identifiant des objectifs et des actions à court, moyen et long terme. Alors, la loi Grenelle 2 a quelque peu simplifié les procédures applicables, notamment la suppression de l'obligation d'obtention d'un permis de construire pour implanter des parcs EMR, les règles d'urbanisme étant totalement inadaptées au milieu marin. La loi Grenelle 2 a également élargi le nombre d'exceptions à la règle d'inconstructibilité sur la bande littorale de 100 mètres, en y ajoutant les ouvrages de raccordement au réseau public de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables, à condition qu'elles soient souterraines et qu'elles soient de moindre impact environnemental.
La loi Grenelle II a également implicitement exclu les éoliennes marines du régime des ICPE en stipulant que les éoliennes terrestres sont seules soumises à la législation des installations classées, ce qui induit que celles qui se trouvent en mer n'y sont pas soumises, a priori. Donc là, effectivement, ce sont les quelques simplifications qui sont déjà de grosses avancées. Par contre, les projets EMR demeurent soumis, bien évidemment, à études d'impact, avec étude Natura 2000 s'il y a lieu, à enquête publique. Études d'impact et enquête publique qui, normalement, pourraient être communes aux deux procédures d'autorisation qui sont toujours valables, c'est-à-dire procédure d'autorisation au titre de la loi sur l'eau et de l'occupation du domaine public maritime, qui devront donc être conformes, notamment aux nouveaux documents stratégiques de façade, dont le plan d'occupation marin. Alors bien évidemment, notamment dans le cadre du dernier appel d'offres, les candidats qui ont été retenus devront saisir la Commission nationale du débat public au plus tard 6 mois après notification de la décision. Alors ça vient en amont des différentes procédures d'autorisation qui seront ensuite lancées. La France dispose d'un potentiel énergétique parmi les plus importants au monde dans ces zones maritimes sous juridiction qui couvrent environ 11 millions de kilomètres carrés. Alors ces zones maritimes sous juridiction, c'est donc la mer territoriale jusqu'à une limite de 12 000 nautiques et ensuite la zone économique exclusive jusqu'à 200 000 nautiques. On peut se demander donc quels sont les différents droits de propriété qui s'appliqueront dans ces zones sous juridiction. Droits de propriété relatifs notamment au milieu d'implantation, donc le sol de la mer territoriale, l'eau de mer, par rapport aux engins d'exploitation d'énergie marine ou même par rapport aux ressources énergétiques marines. Alors la mer territoriale donc, fait partie du territoire de l'État qui exerce sa souveraineté. Cette souveraineté s'étend à l'espace aérien au-dessus de la mer, ainsi qu'au fond de cette mer et à son sous-sol. Mais bien évidemment, il faut distinguer souveraineté et propriété. En effet, l'État n'est propriétaire que du sol de la mer territoriale et son sous-sol. C'est ce qu'on appelle, donc c'est une partie de son domaine public maritime naturel, notamment avec les rivages de la mer. Par contre, l'État n'est pas propriétaire des eaux surjacentes de la colonne d'eau, contrairement par exemple à l'Espagne ou au Portugal, qui ont inclus l'eau de mer dans leur domaine public maritime. En Allemagne, la propriété de l'État fédéral sur le fond de la mer et les eaux surjacentes est-elle régie par le Code civil. Elle est notamment partagée dans certaines zones avec les Länder côtiers. Et en tant que biens immeubles maritimes, certaines parties des eaux territoriales ont été enregistrées par les Länder côtiers au cadastre. Alors l'État fédéral n'inscrit que rarement des zones maritimes, puisqu'interdiction lui a été faite d'aliéner ou d'abandonner sa propriété sur les anciennes voies navigables impériales. Bon, c'est un peu particulier en Allemagne, puisqu'il y a un partage de compétences entre l'État fédéral et les Länder côtiers. Et l'État fédéral, d'ailleurs, a récupéré avec la réunification certaines zones maritimes également. Enfin, ce qui est particulier en Allemagne, c'est le seul point à relever, c'est que donc ce qu'on appelle, c'est pas vraiment le domaine public maritime, mais il n'est pas régi par le droit public, mais par le Code civil. Alors en France, l'eau de mer est considérée comme une chose commune. En latin res communis, ça nous vient du droit romain. Elle n'appartient pas à l'État, contrairement au sol et au sous-sol de la mer. Son régime est celui de l'article 714 du Code civil. L'article 714 du Code civil dit qu'en fait, les choses communes sont des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. Ce qui veut dire que l'État ne peut pas demander d'autorisation ou de redevance pour sa simple utilisation, contrairement au domaine public maritime. L'article L 219.7 du Code de l'environnement, lui, qualifie le milieu marin de patrimoine commun de la nation. Alors la notion de patrimoine commun de la nation, c'est en quelque sorte une extension de la notion de chose commune, avec une dimension de gestion supplémentaire en fait. Si l'État n'est pas propriétaire en fait de l'eau de mer, il peut par contre en contrôler l'utilisation si celle-ci risque de nuire au libre usage par tous. C'est notamment l'objet de la loi sur l'eau, qui impose un contrôle des prélèvements et des rejets. Et d'ailleurs, cette notion de patrimoine commun de la nation a, en plus de la notion de conservation de la chose commune, une notion de transmission aux générations futures. Alors, le sol de la mer territoriale fait partie du domaine public maritime naturel. Le domaine public maritime naturel est distinct du domaine public maritime artificiel, qui lui est composé par exemple des ouvrages portuaires ou des ouvrages liés à la navigation, comme les phares et balises par exemple. Le domaine public maritime naturel est régi avant tout par une logique de protection des éléments naturels avant la notion d'affectation au public ou au service public, comme l'est par exemple le domaine public terrestre, ferroviaire, routier, etc. C'est vraiment une logique de conservation du domaine.
étant propriété de l'État, le domaine public est inaliénable et imprescriptible. L'article L 2132-3 du CG3P, alors le CG3P c'est le Code général de la propriété des personnes publiques, énonce que nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime sous peine de démolition et d'amende. Toutefois, bien évidemment, l'État peut y déroger via la délivrance de concessions d'utilisation de son domaine public maritime. Alors on peut se demander effectivement dans ce cas qui est propriétaire des ouvrages qui sont construits sur le domaine public maritime naturel. Est-ce que le sort des constructions suit celui du domaine public sur lequel il est construit? C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de réponse tranchée du droit à ce niveau-là. Pour certains, joue la théorie civiliste de l'accessoire, notamment l'article 552 du Code civil qui dit que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Dans ce cas, ce serait l'État qui serait propriétaire des constructions. Si on se réfère au cahier des charges de l'ancien décret du 29 juin 1979, relatif aux concessions d'endigage, qui est antérieur donc au décret du 29 mars 2004 qui régit actuellement les concessions d'utilisation du domaine public maritime. Alors ce cahier des charges faisait une distinction entre les ouvrages d'infrastructure qui sont incorporés au domaine public maritime au fur et à mesure de leur construction et les ouvrages de superstructure qui sont la propriété de l'occupant pendant la durée de son titre. C'est d'ailleurs aussi apparemment le régime qui est applicable aux concessions de culture marine. Dans la mesure où il n'y a pas vraiment de règles précises dans ce décret de 2004, il faut en général se référer aux conditions particulières qui se trouvent dans chaque concession qui est délivrée par le préfet. Alors ce qui est intéressant par exemple de regarder dans les conditions particulières de la concession qui a été délivrée à EDF pour l'exploitation de son parc démonstrateur hydrolien de Paimpol, il est dit qu'à la fin de la concession, le concessionnaire doit enlever ses installations, sauf si le concédant décide de les maintenir. Dans ce cas, il devient propriétaire des ouvrages sans indemnité pour le concessionnaire, c'est le droit de reprise. Alors évidemment, il est dit que si l'État devient propriétaire des ouvrages à la fin du titre, cela signifierait que l'occupant en est le propriétaire pendant, logiquement. La jurisprudence d'ailleurs a eu l'occasion de le confirmer en faisant peser le paiement de la taxe foncière sur l'occupant du domaine public, reconnaissant ainsi que la propriété privative d'installation est possible, alors notamment si l'activité ne relève pas du service public, dans le cas d'espèces. Dans le cas d'une éolienne plantée, la taxe foncière ne s'appliquerait a priori qu'au socle en béton dans lequel s'implante le mât. Alors effectivement, est-ce que les taxes foncières seraient applicables sur le domaine public maritime naturel? On se pose la question. Dans tous les cas, même si on reconnaît à l'occupant un droit de propriété sur les installations pendant la durée de son titre, il ne pourrait a priori pas s'agir du droit de propriété classique de l'article 544 du Code civil. Alors l'article 544 du Code civil régit notre droit de propriété traditionnel. Et cet article dit que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue. Effectivement, ce principe est complètement incompatible avec le principe d'inaliénabilité du domaine public. Donc il ne pourrait s'agir de toute façon qu'une illusion de propriété, car si elle existe, elle tire son origine dans un titre précaire, révocable et personnel. Les constructions suivront alors le sort du titre et seront soumises au régime de précarité, de révocabilité et de caractère personnel du titre qui caractérise le domaine public maritime naturel et sur lequel elles ont leur assise. Donc je vous parlais du décret du 29 mars 2004. Donc c'est le décret qui régissait, puisque maintenant il est codifié au Code général de la propriété des personnes publiques, mais c'est donc ce décret qui régit actuellement l'occupation du domaine public maritime pour les installateurs de parcs EMR. Et ce décret effectivement dit que la constitution de droits réels immobiliers sur les ouvrages construits est impossible, contrairement au domaine public maritime artificiel. Alors, les droits réels, c'est quoi? Ce sont des droits exercés sur la chose d'autrui, donc notamment les servitudes, l'usufruit, l'hypothèque. Ce sont des démembrements de propriété. Si l'occupant ne dispose pas de droits réels sur les ouvrages à caractère immobilier, cela signifie-t-il qu'il pourrait, à contrario, apporter ces ouvrages en garantie s'ils étaient qualifiés de meubles? Ce pourrait être le cas éventuellement pour le rotor et les pales d'une éolienne plantée, dans le cadre d'un gage mobilier sans dépossession. Ou éventuellement, ça pourrait s'appliquer à une éolienne flottante ou une hydrolienne qui n'est pas construite dans le sol marin mais qui est juste posée. Et on peut se poser la question de savoir si, dans l'éventualité où ces droits réels étaient possibles sur le domaine public maritime naturel, pour l'instant ça n'est pas le cas mais ça pourrait éventuellement l'être un jour, je ne sais pas si c'est souhaitable mais pourquoi pas, on peut se demander effectivement de toute façon quelle est la nature de ces droits réels. Ce sont des droits réels administratifs et non des droits réels civils. Effectivement, dans l'éventualité où l'occupant pourrait hypothéquer ses installations,
On peut se demander comment cette hypothèque pourrait se réaliser. En cas de saisie et de vente, celle-ci ne serait pas libre. Il faudra en effet que l'acquéreur soit agréé par l'administration et qu'il obtienne le transfert du titre d'occupation, ce qui n'est pas garanti. L'application des droits réels sur le domaine public maritime, enfin le domaine public maritime artificiel ou le domaine public, est de toute façon aujourd'hui jugée assez peu efficace, même si elle a son utilité économique, bien évidemment. Mais c'est vrai que l'application et la réalisation de ces droits réels est assez compliquée. Alors n'hésitez pas à m'interrompre si jamais des choses vous semblent obscures ou si je ne suis pas claire. Dans la mesure où la constitution de garanties hypothécaires sur le domaine public maritime naturel semble aujourd'hui compromise ou compliquée, tout au moins, les banquiers ont tendance aujourd'hui à rechercher d'autres garanties, notamment dans le cadre de financement de projets, alors ce qu'on appelle les non-recourse financing. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, les banques vont plutôt s'appuyer sur le cash flow qui est généré par l'opération, donc notamment la vente d'électricité. C'est le cas par exemple de la loi Dailly sur les cessions de contrats d'achat d'EDF. Alors c'est ce qui se passe actuellement déjà pour l'exploitation des parcs éoliens terrestres ou photovoltaïques. Ces financements nécessitent malgré tout de sécuriser au maximum les actifs, d'où l'importance de l'assurance, et les revenus d'activité. Et c'est vrai qu'on pourrait se demander effectivement comment ce type de garantie peut s'articuler avec le titre d'occupation du domaine public maritime qui, lui, est délivré à titre précaire, révocable et personnel. Donc, effectivement, ce titre d'occupation qui est précaire, révocable à tout moment par le préfet pour motif d'intérêt général et personnel, il n'est pas créateur de droit au profit de son bénéficiaire. Le CG3P précise que le titulaire n'a pas la propriété commerciale. Alors, la propriété commerciale, ce n'est pas un terme juridique, c'est un terme impropre. Il signifie simplement que l'occupant du domaine public maritime ne peut pas bénéficier de la législation protectrice des baux commerciaux. Effectivement, il n'a pas de droit automatique au renouvellement de son titre. Il n'a pas d'indemnité en cas d'éviction suite à un non-renouvellement. Il manque a priori de toute façon l'élément principal qui est la clientèle, puisqu'a priori le développeur n'a qu'un client. Et il doit supporter sans indemnité les frais de modification voulus par le préfet pour protéger le domaine public maritime. L'article R2124 du 9 du CG3P prévoit quand même, en cas de révocation pour motif d'intérêt général, une indemnité correspondant au montant des investissements non encore amortis. Alors là encore, on constate que dans sa concession d'utilisation du DPM pour son parc de démonstrateurs d'hydroliennes au large de Paimpol, EDF a réussi à faire insérer une clause qui prévoit la possibilité d'une indemnisation supplémentaire donc à l'indemnisation qui est prévue au premier alinéa, en cas de préjudice supérieur à ce montant, par entente amiable ou voie contentieuse. Alors cette indemnité serait a priori affectée aux banques qui ont financé le projet. Et d'ailleurs, une jurisprudence récente tend à indemniser de façon plus complète le concessionnaire lésé par un retrait pour motif d'intérêt général. Donc ce serait un petit peu la voie qui serait suivie pour mieux sécuriser les investissements. La question se pose aussi de savoir comment le cahier des charges relatif au dernier appel d'offres éolien offshore s'articule avec ce titre d'occupation du domaine public maritime. En effet, la DGEC indiquait par exemple dans sa présentation du cahier des charges que le candidat s'engage à être l'exploitant du parc, mais qu'il pourra par la suite transférer son autorisation d'exploiter. Alors effectivement, on peut se poser la question de savoir de quelle autorisation il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de l'autorisation d'exploiter qui est délivrée à toute production d'énergie, de production d'électricité? Le titre d'occupation du domaine public maritime est quant à lui personnel, même s'il peut y avoir des changements d'actionnariat qui doivent être signalés à l'autorité. Alors, en zone économique exclusive. Oui. Sur le cahier des charges, du coup, on ne sait pas en fait de quelle autorisation il s'agit pour la cession possible. Là, je pense qu'il doit s'agir de l'autorisation qui est délivrée, l'autorisation qui est nécessaire à toute production d'installation d'électricité supérieure à 4,5 MW et qui est automatiquement délivrée à celui qui est lauréat d'un appel d'offres, a priori. L'autorisation d'exploiter a priori qui est acquise voilà. On gagne l'appel d'offres. Voilà. Mais c'est vrai que il y a cette mention qui apparaît, il n'y a pas de précision et ça apparaît un peu en contradiction avec la logique du titre d'occupation du domaine public maritime. Alors, en zone économique exclusive, il est prévu en France d'implanter des parcs EMR, notamment en éolien flottant, au-delà des 12 000 nautiques, donc au-delà de la mer territoriale.
quels seraient les droits applicables dans cette zone? Alors le sol marin situé au-delà de la mer territoriale est ce qu'on appelle le plateau continental. Et les eaux surjacentes constituent la haute mer, à moins que l'État côtier n'ait proclamé une zone économique exclusive qui peut s'étendre jusqu'à 200 000 marins à partir de la côte. La France, bien avant la Convention de Montego Bay de 1982, a créé le principe de zone économique. Alors à l'époque, c'était des zones qui n'étaient pas exclusives, a priori, au-delà de sa mer territoriale, donc par une loi du 16 juillet 1976. Le décret d'application de cette loi a créé une zone économique au large des côtes de la mer du Nord, la Manche, l'Atlantique, depuis la frontière franco-belge jusqu'à la frontière franco-espagnole. Par la suite, d'autres décrets ont proclamé des zones économiques en Outre-mer. La loi de 1976 a créé en Méditerranée non pas une zone économique, mais une zone de protection écologique. Mais il existe toutefois, je pense, un projet de zone économique, de zone économique exclusive en Méditerranée, a priori. Je ne sais pas ce que ça a donné d'ailleurs. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 donc, a consacré la notion de zone économique exclusive. Alors, dans son article 56, elle pose le principe de droit souverain des États, notamment quant aux activités tendant à l'exploration ou l'exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents. La zone économique exclusive est une zone fonctionnelle dans laquelle l'État côtier n'exerce que des compétences limitées de caractère économique, contrairement à la souveraineté que l'État exerce dans ses eaux territoriales. Alors, un tout nouveau projet de décret est en cours pour réglementer l'implantation en ZEE, ce qui est une grande avancée parce que jusqu'ici, il existe un vide juridique, effectivement. Autant on sait à peu près comment implanter un parc EMR en mer territoriale, même si le régime n'est pas parfait. Mais pour le moment, effectivement, un développeur de parc EMR qui veut implanter son parc en zone économique exclusive ne sait pas du tout par quelles autorisations il doit passer. Et donc apparemment, un projet de décret est en cours à ce niveau-là. Alors il est question de la compétence non plus du préfet, mais du préfet maritime pour délivrer les autorisations. Ce projet parle également de l'obligation d'une étude d'impact et de la constitution de garanties financières dès le début des travaux. Il est également dit qu'en cas de prolongement sur le domaine public maritime, il y aurait une décision conjointe avec la délivrance du titre d'occupation du domaine public maritime. Alors bon, c'est vrai que ce n'est pas très clair. Est-ce que cela voudrait dire que ce serait le préfet maritime qui délivrerait les deux autorisations ou est-ce que les deux préfets se concerteraient pour délivrer les autorisations conjointes? Ça n'est pas clair pour le moment. Ce projet de décret ne règle cependant pas la question du statut des engins EMR ni leur régime de propriété. On peut se poser la question de savoir si le droit national sera applicable dans cette zone, et si oui, lequel. Alors on sait déjà que certaines dispositions du Code de l'environnement, notamment concernant les rejets des navires par exemple, ou du Code pénal, concernent la zone économique ou le plateau continental. Mais qu'en est-il du Code civil et des droits de propriété? Le plateau continental n'appartient pas au domaine public de l'État, ni les eaux de la ZEE. En fait, il n'appartient à personne. Dans ce cas, quels sont les droits de propriété des développeurs de parcs dans cette zone? Effectivement, il n'y a pas de principe d'inaliénabilité, comme pour le domaine public maritime. Alors, si on regarde du côté de la loi du 30 décembre 1968 sur le plateau continental, notamment à l'article 5, cette loi énonce que les lois et règlements français s'appliquent sur les installations et dispositifs définis à l'article 3, comme s'ils se trouvaient en territoire français métropolitain. Si on regarde l'article 8, il est dit « Les installations et dispositifs définis à l'article 3, donc en fait ce sont des plateformes et autres engins d'exploration et d'exploitation, ainsi que leurs annexes, sont meubles et susceptibles d'hypothèque, dans les conditions prévues par les articles 43 à 57 de la loi donc, du 3 janvier 1967 qui porte statut des navires et autres bâtiments de mer. » Alors, l'article 27 du décret qui porte application de cette loi dit « Il est tenu sur les installations et dispositifs prévus à l'article 3 de la loi susvisée un registre des hydrocarbures. » Donc, il semblerait que ça s'agisse plutôt de plateformes pétrolières qui soient visées ici. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on avait déjà une loi donc, de 68 qui prévoyait d'emblée que sur le plateau continental, effectivement, ces installations seraient qualifiées de meubles et seraient susceptibles d'hypothèque. A priori, peut-être plutôt les régimes d'hypothèque maritime.
La Belgique et l'Allemagne, d'ailleurs, prônent un élargissement du champ d'application du registre maritime afin de faciliter l'inscription hypothécaire de leurs installations marines. Ce qui est intéressant également, c'est de regarder au niveau du droit norvégien qui permet d'inscrire au registre maritime les installations fixes, comme les constructions servant à l'exploitation de leurs ressources naturelles, dans la mer territoriale norvégienne ou sur la partie norvégienne du plateau continental. Et elles sont donc hypothécables. Donc là, effectivement, ça pourrait être une piste de pouvoir élargir le registre maritime en France et de pouvoir étendre le régime de l'hypothèque maritime aux engins EMR, pourquoi pas. Alors après avoir évoqué quelques questions qui se posent relativement au droit de propriété, donc concernant le milieu d'implantation, donc le sol de la mer territoriale ou l'eau de mer, ou par rapport aux engins d'exploitation, j'avais envie d'aborder un petit peu une petite réflexion sur les ressources énergétiques marines. Alors les ressources énergétiques marines, effectivement, avant qu'elles ne deviennent de l'électricité, qui elle, effectivement, ensuite est injectée sur le réseau, donc sur le réseau de distribution et fait partie d'un marché de l'électricité, donc qui est considéré comme un bien en droit. On peut se poser la question de savoir effectivement quel est le sort juridique des ressources énergétiques marines. Alors, le droit international a consacré à plusieurs reprises le principe de souveraineté et de droit souverain des États sur leurs ressources naturelles énergétiques. C'est le cas notamment de l'article 18 du traité sur la charte de l'énergie, traité qui respecte également les règles des États concernant le régime de propriété sur les ressources énergétiques. Alors là également, un État est souverain sur ses ressources, mais il n'en est pas forcément propriétaire. Il a le pouvoir d'en réglementer l'accès. Alors nous avons vu que l'eau de mer en tant que masse liquide est qualifiée par le droit de chose commune, c'est-à-dire qu'elle n'appartient à personne et son usage est garanti pour tous. La propriété exprime le pouvoir exclusif d'une personne sur un bien. Or, les choses communes échappent à toute exclusivité, à toute appropriation, qu'elle soit publique, privée ou collective. Il est toutefois admis par la doctrine qu'une fraction de choses communes puisse être appropriée et devenir un bien. Mais la chose commune dans son ensemble reste inappropriable. Alors la mer, par exemple, effectivement, dans son ensemble est inappropriable. On peut prélever une portion d'eau de mer, un établissement de thalassothérapie, par exemple, qui en ferait usage. Alors concernant l'air, puisqu'effectivement l'air est à l'origine du vent aussi, depuis la qualification des quotas d'émissions de gaz à effet de serre de biens meubles négociables, il existe un débat doctrinal sur une éventuelle privatisation de l'air au nom de la protection de l'environnement. Mais en fait, il s'agirait plutôt d'une certaine patrimonialisation des autorisations d'accès. Mais l'eau de mer en tant que telle ne constitue pas la ressource énergétique marine. Ce qu'on appelle la ressource énergétique marine, ce sont plutôt ses propriétés cinétiques, thermiques, chimiques. Ces propriétés sont des caractères de la source qu'est la mer en tant que masse liquide. Effectivement, quand on parle de l'énergie éolienne, on parle de l'énergie cinétique du vent. On parle de l'énergie thermique des mers. Chimique, notamment pour l'énergie osmotique, dont je parlais avec une personne tout à l'heure dans la salle. Ce sont des propriétés, effectivement, de la mer en tant que masse liquide. Alors, quelle est la nature juridique de ces énergies théoriques potentielles, susceptibles de devenir de l'énergie mécanique puis électrique? Comment sont-elles appréhendées par le droit, si tant est qu'elles le soient? Sont-elles, elles aussi, des choses communes dont l'usage est commun à tous? C'est une question qu'on peut se poser. Donc, en plus de la mer, l'air est également qualifié de chose commune, tandis que le vent n'est pas encore appréhendé par le droit. On a quelques références par-ci par-là, effectivement, qui sont faites au vent, mais qui sont assez rares. Le tribunal administratif de Rennes a eu l'occasion de qualifier le vent de ressource naturelle susceptible d'exploitation, mais sans en préciser la nature, puisqu'une ressource naturelle peut être appropriable ou inappropriable. Alors, ce qui est intéressant, c'est je voulais vous parler d'une initiative d'une association belge qui concerne là plutôt l'éolien terrestre et non pas l'éolien en mer, mais dont l'idée peut être retenue pour une éventuelle étude sur la nature du bien, de la ressource. En Belgique, la Fédération des coopératives et associations citoyennes de production d'énergie renouvelable a lancé une opération intitulée La ruée vers l'air, consistant à revendiquer des droits d'usage et d'exploitation au nom des citoyens belges de 2 gisements éoliens terrestres. Alors cette association prétend que le vent est non pas une chose commune inappropriable, mais une res nullius, susceptible d'appropriation ou de réservation par le premier occupant. Elle estime donc qu'il vaut mieux que ce soit elle qui se l'approprie, plutôt que des promoteurs peu scrupuleux. Alors effectivement, c'est une
c'est une appréhension un peu particulière du vent qui est contestable, peut être contestable. Cette association a ainsi, le 18 mars 2011, posé 10 bornes délimitant 2 gisements éoliens et a déposé une revendication territoriale à l'attention du Premier ministre. Les 2 ministres belges de l'énergie et de l'environnement ont avancé l'idée que le vent est un bien public et que son exploitation doit être soumise à un système de concession comme le secteur minier. Et qu'en est-il de la ressource vague ? L'énergie cinétique des vagues n'est pas seulement transformée en énergie mécanique aux fins de production d'électricité, mais elle est aussi exploitée par le surfeur. Au Royaume-Uni, la communauté des surfeurs, et notamment un collectif créé sous le nom de Surfers Against Sewage, SAS, a établi un rapport, Waves and Resources, dans lequel il souligne la valeur économique et sociale de la vague, non seulement pour les développeurs d'énergie holomotrice et les surfeurs, mais aussi pour la communauté tout entière. Ils ont d'ailleurs élaboré un guide à l'attention des développeurs d'énergie marine au Royaume-Uni, afin que ces derniers prennent en compte les spots de surf dans le cadre de l'évaluation des impacts environnementaux des projets. Le Pérou a adopté en 2000 une loi qui nationalise la ressource vague pour la réserver à la pratique du surf. Ce qui est intéressant, c'est que l'article 2 de cette loi stipule que le surf pratiqué sur la côte péruvienne est propriété de l'État, dont le domaine est inaliénable et imprescriptible, et que toute activité qui entraverait cette pratique serait pénalement réprimée. Voilà. Alors ça peut paraître anecdotique, mais c'est vrai que ça apporte une réflexion intéressante sur la ressource en tant que telle. Les ressources énergétiques marines renouvelables sont en théorie très abondantes. Toutefois, les ressources qui sont exploitables d'un point de vue technique et sur la base de critères de rentabilité de l'opération de production d'électricité sont infiniment moins abondantes que ces ressources théoriques potentielles. En France, par exemple, le potentiel techniquement exploitable de l'énergie des vagues a été estimé à 10% de la ressource théorique, soit 400 TWh par an 40 TWh par an sur 400, que pourraient produire quelques 10 à 15 gigawatts situés principalement sur la façade atlantique. S'ajoutent à ces contraintes techniques pour les développeurs des contraintes industrielles, des contraintes administratives, environnementales et sociales, qui réduisent d'autant la ressource EMR, finalement exploitable, qui se concentre dans des zones propices. Les gisements de ressources EMR exploitables gagnent ainsi en rareté. Alors est-ce que cela les rend pour autant appropriables ? Dans la mesure où l'exploitation des énergies marines renouvelables n'est pas encore développée, c'est vrai que la pression sur cette ressource, pour l'instant, ne nécessite pas encore l'intervention du législateur pour en empêcher l'appropriation, ou du moins un usage exclusif. Mais si cette activité se développe, il sera peut-être nécessaire d'édicter des règles pour en assurer l'usage commun. À l'heure actuelle, les ressources EMR ne bénéficient pas de la consécration de choses communes, mais l'imagination humaine pour accéder à la ressource étant sans borne, sans doute sera-t-il nécessaire de créer des lois aux fins d'une telle consécration ? C'est une question qu'on peut se poser. Il faudrait éviter que les ressources EMR ne deviennent des res nullius appropriables par le premier occupant. D'ailleurs, on peut se demander si le système de l'appel d'offres avec détermination préalable de zones propices est un moyen pour l'État de commencer à contrôler l'accès à cette ressource. Pour l'instant, ça n'est pas l'objet de cet outil, qui est plutôt un outil de planification de l'espace marin et de régulation de l'offre d'électricité, mais ça pourrait éventuellement le devenir. Et dans ce cas, effectivement, on peut se demander si le système de l'appel d'offres est le meilleur outil pour ce contrôle de la ressource. Alors en conclusion, on peut effectivement se dire que le droit des EMR commence à se dessiner et à se singulariser grâce à la création d'outils spécifiques. Donc le régime de l'appel d'offres éolien en mer, qui est vraiment un outil singulier. La simplification des procédures d'autorisation. Ce projet de décret donc pour la ZEE qui est vraiment tout récent. On peut citer également la consécration de France Énergie Marine, notamment pour faciliter les projets industriels. Mais c'est vrai qu'il faudrait délimiter les droits de chaque partie prenante dans cette nouvelle activité, à la fois les droits des exploitants, les droits de l'État, du public et des autres utilisateurs de la mer. Voilà. Donc, j'ai peut-être parlé un petit peu vite. Je ne sais pas si. J'espère que j'ai été claire pour tout le monde. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors effectivement, c'était une réflexion juridique sur un aspect
un aspect des EMR. Je ne pouvais pas ce soir vous parler de tous les thèmes de recherche parce qu'ils sont assez nombreux, mais c'est vrai que je voulais plutôt me concentrer sur cet aspect que je trouvais intéressant. Et dans les lacs et les mers intérieures, comment ça va se passer? Dans les lacs et mers intérieures, c'est-à-dire La mer Caspienne, par exemple, pour les Russes, la mer d'Aral, ou le lac Léman, pour les Français et les Suisses. Là, effectivement, alors, en France, on rentrerait plutôt dans le domaine public, dans le domaine public fluvial, domaine public naturel fluvial, effectivement. Là, il n'y a pas de réglementation particulière par rapport à cela pour le moment. Effectivement, c'est déjà assez compliqué en mer territoriale. Donc, mais pourquoi pas si des projets, alors je ne sais pas si vous pensez à des projets particuliers qui pourraient se développer dans ces zones. Oui, des lacs dans le sud-est de la France. Notamment le lac de Sainte-Croix, à côté du Verdun. Ah oui, d'accord. Pour des projets de quoi Des simulateurs. Mais de quel type d'énergie? C'est hydrolien? C'est confidentiel encore. D'accord. Je ne sais pas, j'ai pas la réponse. Il faudra certainement effectivement regarder du côté de l'utilisation du domaine public fluvial. Mais une question intéressante, effectivement. J'ai vu qu'il y avait peut-être aussi des projets dans la région de Bordeaux, projets d'hydrolien dans l'estuaire de... Oui. Je ne sais pas si vous avez vu ça, effectivement. On rencontrerait les mêmes contraintes d'occupation du domaine public, de toute façon, ça c'est évident. Je pense que ce serait à peu près, en tout cas par rapport à l'occupation du domaine public, on serait face aux mêmes problématiques. On aurait probablement aussi une application de la loi sur l'eau, de toute façon. Oui. Oui, moi je voulais savoir, vous avez parlé de différents types d'autorisations qu'il faut demander lorsqu'on est dans une zone économique. Oui. Qu'en est-il justement des structures exploitant, comme vous l'avez d'ailleurs dit, l'énergie cinétique de l'eau, de Passanas, donc des colonnes d'eau, dans les zones internationales? Est-ce qu'il y a des autorisations particulières, des restrictions particulières qui sont similaires à celles que l'on peut retrouver en France? Alors quand vous parlez de zone internationale, vous voulez parler de quoi? De la haute mer? Oui, plus, oui. Moi, c'est pareil, une source d'énergie confidentielle pour l'instant. Vous avez connaissance de projets en haute mer déjà? Non, c'est une source d'énergie. Enfin, c'est une structure qui n'existe pas encore. Bon, le projet est en cours. C'est plus sur de la grande profondeur. Donc, il n'y a pas d'emprise au sol et c'est l'utilisation de la colonne d'eau. Mais donc, il faut une certaine profondeur. Il faut s'éloigner un peu des côtes. Donc, on va rapidement... Mais ce ne serait pas plutôt en zone économique exclusive? Parce qu'en haute mer, oui, pourquoi pas. Alors c'est vrai que la haute mer est une zone qui échappe à toute souveraineté. Voilà, elle est totalement. Ça, je parlais des zones internationales. Voilà, elle est totalement libre. Donc effectivement, la Convention de Montego Bay, je pense que c'est notamment dans l'article 87 ou l'article 89, je ne sais plus très bien, parle effectivement de la liberté, le principe de la liberté de la haute mer, liberté de poser des câbles, liberté de construire des ouvrages. Donc là, effectivement, il y a une liberté de chaque État de... Alors, pour produire de l'énergie en mer, ce n'est pas spécifié, comme pour la zone économique exclusive, par la Convention de Montego Bay. Mais alors, par contre, effectivement, si aujourd'hui, il n'existe pas de cadre juridique pour l'installation en zone économique exclusive, sauf ce projet de décret qui n'est qu'un projet pour le moment, en haute mer, encore moins, je dirais. Ça reste très hypothétique. Ce projet de décret, est-ce qu'il aurait par exemple des effets restrictifs, rétroactifs? Est-ce que c'est possible? Je crois que la rétroactivité dans le droit français, c'est quelque chose qui est interdit. Oui, enfin de toute façon, ça n'est qu'un projet pour le moment, il n'est pas encore publié. Enfin, j'en ai parlé parce qu'effectivement, c'est intéressant de voir que le vide juridique commence peut-être un peu à se combler, mais dans la mesure où il n'est pas encore publié, ça reste très hypothétique. Dans la philosophie, la conception de ce décret, normalement, on ne peut pas laisser permettre une construction et qui profite ou pas. C'est pas la volonté de profiter d'un vide juridique, c'est la volonté de créer de l'énergie, qui est produite dans un cadre d'un vide juridique. Mais normalement,
Il n'y a pas, si on laisse faire, on a un décret après qui va poser des conditions d'utilisation particulières qui respectent déjà l'environnement évidemment, mais dans la philosophie, la conception des lois, généralement, il n'y a pas d'effet rétroactif. Je voulais le savoir. Oui, non, tout à fait. Voilà. Mais je ne comprends pas très bien le sens de votre question par rapport à... Ce décret, même s'il passe, s'appliquera pas aux zones. Oui, voilà. De toute façon, ce sera uniquement pour la zone économique exclusive. Par contre, pour le passage du câble, là, il faudra demander des autorisations. Pour le passage du câble, je sais pas si ça fonctionne. Pour le passage du câble, effectivement, il faudra demander une autorisation. Je pense, puisque vous passerez du coup dans des eaux territoriales Oui, tout à fait. pour raccorder la production à un réseau principal. Si toutefois vous voulez raccorder à un réseau. Oui, après, ça commence effectivement à revenir cher du câble, hein, au kilomètre, plus on s'éloigne. Mais... 200 000 marins du continent, ça fait 350 km, plus de 350 km des côtes. 400, oui. Oui, ça commence avec un coût au kilomètre carré qui est de Avec des coûts de 800 000 euros du kilomètre. Oui, voilà, à peu près. Oui, Vivement le stockage de l'électricité, hein, effectivement, pour pouvoir se passer des câbles. Non. Oui. J'ai une question sur un autre thème. Lorsqu'on impose un nouvel usage de la mer, en général, on dit qu'il est tenu pour acquis qu'on doit d'abord préalablement tenir compte des usages existants. Quand on va poser des éoliennes en mer, il faut d'abord prendre en compte l'usage que les pêcheurs font de la mer. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a une traduction juridique de ces enjeux-là, ou est-ce que c'est simplement de la concertation, est-ce que c'est simplement quelque chose de politique? Très bonne question. En fait, c'est vrai que ça renvoie à la notion de gestion intégrée des zones côtières, à pas mal de notions effectivement qui sont des notions juridiques. Mais moi, je dirais que de façon générale, la problématique des usages, on parlait des pêcheurs, hein, qui effectivement sont les premiers concernés en général, mais dans la pratique, ça concerne plutôt, enfin, c'est plutôt de la concertation qu'une traduction juridique particulière, effectivement, de la problématique. C'est avant tout de la concertation. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, je voudrais revenir un peu sur ce qui se passe. On parle d'appel d'offres. Oui. Voilà. Ça veut dire, quand on fait un appel d'offres, généralement, on est quelqu'un qui veut acheter quelque chose et qui cherche des fournisseurs qui font des propositions. Et une fois qu'on a choisi une proposition, on achète la chose. C'est ce qui se passe, non? C'est l'État qui achète. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce qu'effectivement, et d'ailleurs, quand vous lisez, ce qui était intéressant, c'est que la Creux avait permis effectivement aux différents candidats de pouvoir poser des questions. Et quand vous regardiez les différentes questions posées par les candidats à l'appel d'offres, c'est vrai que certaines questions portaient sur cette notion de savoir si, par exemple, le développeur allait signer un contrat avec l'État. Hein, c'est une question qui avait été posée. Et alors, c'est vrai qu'en l'occurrence, l'État ne fait qu'initier un appel d'offres, mais il n'est pas partie prenante. Effectivement, on n'est pas dans le cadre des marchés publics, par exemple, où l'État appelle directement. Non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Bah oui, mais nous, on ne comprend rien. Non, mais c'est une très bonne habituellement, question. quand on veut utiliser le domaine public maritime, Mais je par suis exemple, tout à fait d'accord avec vous. C'est lui qui fait une demande de concession à l'État. Bon, donc on comprend très bien. Jusque-là, on ne comprend pas ce que c'est que l'appel d'offres. Tout à fait, non, mais c'est une très bonne question parce qu'effectivement, c'est un outil un peu particulier qui relève du droit de l'électricité. Hein, il est régi par le nouveau code de l'énergie maintenant, mais il provient de la loi de 2000 sur la loi électricité, l'article 8. Et c'est vrai que c'est une faculté qui est offerte à l'État pour répondre, donc on parlait de la programmation pluriannuelle des investissements, effectivement, l'État à un moment donné, pour répondre à ses objectifs de production d'électricité, d'énergie, soit effectivement il compte sur l'initiative des différents opérateurs pour pouvoir installer des parcs, mais si effectivement il n'y a pas suffisamment d'initiatives spontanées, on va dire que l'État effectivement a cette possibilité d'initier des appels d'offres pour donc effectivement inciter donc, des développeurs à répondre et pouvoir installer des parcs en mer. Mais c'est vrai qu'effectivement, ensuite, l'État, en quelque sorte, se retire. Il ne fait qu'initier un appel d'offres. Il organise via la CRE, les...
Ça s'appelle appel d'offres. Ça s'appelle appel d'offres, effectivement, mais ensuite l'État ne signe pas de contrat directement. Mais oui, effectivement, c'est une bonne question parce que c'est une question qui a été posée. Ceux qui sont agréés à l'appel d'offres, ils ont juste le droit de faire une installation dont ils vont vendre le produit. Oui, tout à fait, mais pas l'État, effectivement, tout à fait. C'est pas l'État qui va l'acheter. Enfin, ce sera EDF, bon, EDF étant quand même filiale de l'État, mais c'est pas directement. En fait, effectivement, il y avait plusieurs développeurs sur plusieurs sites. Donc en fait, c'était aussi une façon de réguler et d'arbitrer entre deux développeurs, par exemple, qui se... C'est un concours sur des appels à concession en sens inverse. Donc c'est ça. En fait, les lauréats de l'appel d'offres ont le droit ensuite de présenter les demandes d'autorisation pour peut-être obtenir tout le monde. Mais après, c'est pas non plus du tout ils ont une sécurité pour le porteur de projet, il peut ne jamais obtenir les tout à fait. C'est pas une garantie en fait, hein, il peut très bien. Non, pas du tout. Il a la garantie quand il est lauréat, effectivement, d'avoir l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité, mais effectivement ensuite il doit mener toutes les procédures pour entamer toutes les procédures pour obtenir l'autorisation d'occuper le domaine public maritime, l'autorisation au titre de la loi sur l'eau. Donc c'est pas très incitatif alors. C'est pas incitatif aussi quand même, puisqu'effectivement ensuite le lauréat se voit signer a la possibilité donc de signer un contrat donc de vente de son électricité sur la base du tarif d'achat qu'il a proposé. Hein, donc c'est quand même intéressant effectivement pour lui. Hein, mais ça n'est pas une garantie. Enfin, je veux dire effectivement ensuite il a une bataille qui continue puisque il faut qu'il obtienne toutes les autorisations qui seront soumises éventuellement à des recours. Enfin, ça peut effectivement être un chemin. Je vois que monsieur fronce les sourcils. Vous avez... Il y a quelque chose qui vous chiffonne. Un seul, ça ira. Ça me paraît assez étrange puisque c'est l'État qui dit à tel et tel endroit on va vouloir mettre des éoliennes au large. Au large, du coup, offshore. Mais c'est l'État qui gère, sans jeu de mots, son territoire et qui octroie ou non des autorisations. Alors là, justement, il dit je veux qu'il y ait des éoliennes. Donc tout ce qui est autorisation, c'est déjà bon quelque part. Non, pas du tout. Non, ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a rien à voir. C'est juste une sélection effectivement. Je vous dis, c'est l'origine de cet appel d'offres et provient de la loi électricité, donc pour permettre de répondre aux objectifs de production d'électricité, mais ça n'est pas, c'est complètement indépendant des procédures ensuite qui sont, puisque la procédure d'autorisation, l'autorisation d'occuper le domaine public maritime n'est pas propre aux énergies marines. Hein, ça peut concerner éventuellement une concession de culture marine. Comme ça se fait sur le domaine maritime public de oui. l'État. Si l'État ne voulait pas de ce projet, elle mettrait son veto. Oui, tout à fait, bien sûr. Oui, c'est qu'elle a quand même sa volonté, donc elle fait quand même tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter les autorisations pour l'implantation de ces projets. Tout à fait. Tout à fait, mais si vous voulez, les procédures d'autorisation, donc domaine public maritime, loi sur l'eau, etc., sont quand même des garanties supplémentaires, puisque dans le cadre de des procédures, le développeur doit mener donc des enquêtes publiques, des études d'impact très complètes, études d'impact qu'il n'a pas eu l'occasion de mener pour répondre à l'appel d'offres. Il faut savoir qu'effectivement, les développeurs, pour soumettre leurs offres, ont simplement réalisé quelques études préalables, mais ce sont des études qui sont assez incomplètes. Il faut savoir que les études quand même coûtent très cher en mer. Et donc, elles sont ensuite, effectivement, les candidats sélectionnés il y aura une période de levée de risque, devront confirmer par d'autres études s'ils pourront toujours effectivement être légitimes à exploiter leur parc en mer. Mais en amont, donc dans le cadre de cette procédure d'appel d'offres, il n'y a pas eu de réelle étude d'impact, comme l'exigent ensuite les procédures d'autorisation de DPM, etc. Donc c'est vrai que ensuite ce sera vraiment des procédures en bonne et due forme qui là sont très impliquantes pour les développeurs. L'État autorise qu'il y ait l'implantation d'éoliennes au large, mais après, comme vous dites, l'impact c'est aussi fonction de la technologie des éoliennes qui va être employée. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, d'un constructeur à l'autre, c'est vrai que ça peut varier, l'impact peut être différent
pour deux types d'éoliennes Bien sûr. différentes. Quoi. Tout à fait. Avec l'État n'a pas à prendre en Et puis compte. ensuite, ces autorisations, comme je l'ai spécifié, ces autorisations sont personnelles, sont délivrées. Au cas par cas. Voilà. C'est bien ça. Tout à fait. Non, mais c'est. C'était pour préciser un petit peu, je voulais dire que, comme disait Madame, les autorisations, cette conception de l'appel d'offres, elle est propre au secteur de l'énergie. Elle n'est pas du tout propre aux EMR parce que les centrales à gaz, la centrale à gaz qui va être construite à la Pointe Bretonne, elle a été sélectionnée pareil, suivant une procédure d'appel d'offres. Tout à fait. Plusieurs constructeurs proposaient différents projets dans différents lieux. Et là encore, c'est l'État qui sélectionnait l'un de ces projets. Il ne s'agit nullement de projets en mer. Et pour préciser ce que disait monsieur, l'État autorise, avec cette procédure de l'appel d'offres, l'État va sélectionner un projet qui répondra à ses objectifs énergétiques. C'est juste une partie des services de l'État. Après, d'autres services de l'État vont se prononcer sur d'autres aspects du projet. Il ne faut pas considérer l'État comme quelque chose comme un bloc monolithique qui donnerait une seule autorisation. Je suis pas sûre. Vous nous avez comparé la législation éolienne avec la législation minière. Or, le propre de la législation minière, dans les conditions des mines, il y a épuisement de la ressource. D'ailleurs, beaucoup de mines se retrouvent aujourd'hui épuisées, alors que la ressource, justement, est renouvelable et que le vent ne sera pas épuisé. Tout à fait, mais c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'en ai parlé, parce que justement, c'est ce qui caractérise a priori les ressources EMR, c'est qu'elles sont renouvelables, donc ça a effectivement un caractère totalement différent, mais je vous parlais de cette initiative belge. Donc j'ai fait une comparaison avec les mines, effectivement, parce que c'était une déclaration des ministres de l'Environnement et les ministres de l'Énergie belges qui ont avancé cette idée que le vent, effectivement, pourrait être non plus une chose commune, c'est-à-dire qualifiée en général de choses abondantes. C'est un problème. Voilà, non mais tout à fait, mais c'est effectivement, donc ces ministres ont avancé l'idée que le vent pourrait être un bien public et pourrait être soumis à une législation telle qu'elle existe pour les concessions de mines. Donc je suis d'accord avec vous effectivement sur le fond, mais c'est vrai que c'est dans l'idée. Par ailleurs, apparemment, il y a un flou dans la législation de cette activité. Mais avec le recul, on a quand même... Sur quelle base pouvez-vous nous préciser? Sur quelle base a été construite l'usine de la Rance, par exemple? L'usine marémotrice, maintenant, avec le recul, il doit y avoir une législation qui s'est fixée, il y a un équilibre qui s'est établi depuis... Tout à fait. Alors, c'est encore particulier. Alors, effectivement, j'ai pas parlé de ça non plus, mais c'est vrai que, bon, de toute façon, je vous l'ai dit en introduction, les aspects juridiques en questionnement sont très nombreux, et donc je ne pouvais pas non plus tous les exposer ici ce soir, c'était assez compliqué. Alors concernant la Rance, je n'ai pas le détail des procédures qui ont été utilisées pour son implantation, mais je pense qu'il y a dû y avoir également intervention de la loi. Alors il faut savoir qu'il y a une loi qui date de 1919 qui régit donc l'énergie hydraulique. Et cette loi de 1919, ce qui est intéressant, c'est que dans son article, je ne sais plus si c'est l'article 1er ou l'article 2, il est dit qu'en fait, nul ne peut disposer de l'énergie des marais, des lacs ou des cours d'eau sans autorisation de l'État. Alors c'est vrai que cette loi qui a été prise en 1919, à l'époque de la sortie de la Première Guerre mondiale, concernait effectivement plutôt les barrages hydrauliques, donc en territoire interne de l'État, sur les cours d'eau, par exemple, les cours d'eau domaniaux ou non domaniaux. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette loi prévoyait déjà en 1919, parlait déjà notamment de l'énergie des marais, sans effectivement savoir si finalement cette énergie pourrait un jour se développer ou pas. Les moulins à marée dont vous avez parlé, quand même, qui existaient. Oui, tout à fait. Mais si vous voulez, c'est vrai que les moulins à marée ont été utilisés, effectivement, mais ce n'était pas forcément pour produire de l'électricité. Voilà.
Donc on utilisait l'énergie cinétique de l'eau, hein, effectivement, mais ce n'était pas forcément aux fins de production d'électricité. Et c'est vrai que la loi de 1919 là, sur l'énergie hydraulique avait quand même une finalité, effectivement, une finalité était plutôt plus concernée, donc la production d'électricité. Donc c'est vrai que c'est... Est-ce que cette loi finalement a été appliquée pour l'usine de la Rance, peut-être je ne sais pas. Enfin, c'est intéressant de se poser la question, quel est le devenir, quelle serait l'application aujourd'hui de... Je crois qu'elle a été appliquée, mais effectivement, il y a une partie qui est en plus sur la côte, enfin sur le littoral, donc il y a des blocs qui sont rattachés à la côte. Donc il y a le domaine plutôt littoral et côtier qui s'applique. Après, sur le barrage en lui-même, là, il y a une autorisation d'occupation du domaine, alors fluvial ou maritime. Voilà, tout à fait. Et puis la loi sur l'eau n'existait pas encore, effectivement, dans les années 60, quand l'usine de la Rance a été construite, mais effectivement, il y a dû y avoir, j'imagine... L'intérêt, c'est que là, on a du recul. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est quand même très localisé. Enfin, on a malheureusement, hein, j'avais lu d'ailleurs qu'il y avait eu des projets, après la Rance, il y avait un projet aussi de construction d'un autre barrage assez important du côté du Mont-Saint-Michel. Alors c'est vrai que ce Mont-Saint-Michel est quand même très particulier, donc finalement le projet a été abandonné parce qu'à l'époque on s'est plutôt tourné vers l'énergie nucléaire, et c'est vraiment à ce moment-là d'ailleurs que l'énergie nucléaire a été développée. Alors est-ce qu'on aurait plutôt dû développer les barrages hydrauliques? Peut-être, effectivement, je ne sais pas. Mais c'est vrai que non, c'est une question intéressante. Et c'est vrai que moi je me suis posé la question de savoir aujourd'hui comment s'applique cette loi de 1919, qui a priori s'applique toujours à l'énergie des marées, donc devrait par exemple concerner les hydroliennes qui utilisent les courants de marée. On n'en parle pas, effectivement. Enfin, j'ai pas vu d'application de cette loi, par exemple, pour les hydroliennes de Paimpol, où il y a uniquement... je ne sais pas si vous avez une idée sur la question. Mais... Je me pose toujours la question aussi de cette loi de 1919. Oui, voilà. L'hydraulique, c'est HYDRAU, enfin, c'est l'hydraulique a priori plutôt fluviale, hein, et pas forcément en mer, mais... Mais on parle d'énergie des marées aussi, oui. C'est ça, on parle d'énergie des marées. Donc non, effectivement, moi, j'ai jamais trouvé la réponse en fait, mais comme je creuse pas vraiment, je suis pas spécialiste en droit. Oui, tout à fait. Je cherche la réponse. Mais oui. Est-ce que vous avez, les Danois ont des champs d'éoliennes depuis les années 70 ou 80. Est-ce que vous avez étudié justement, est-ce qu'ils se sont posés ces problèmes-là en termes de droit, et comment ils les ont résolus? Par rapport à quel type, par rapport à quelle problématique? À l'implantation d'éoliennes, de champs d'éoliennes, soit en mer littorale ou en haute mer. Moi, j'ai pas trop d'indications. C'est vrai que je regarde. C'est vrai que les Danois sont pionniers. Hein, ils ont installé leur premier parc en 1991. J'ai quelques indications, si vous voulez, sur la façon dont les procédures applicables, par exemple, les procédures applicables au parc. Mais c'est vrai que j'ai pas particulièrement trouvé de choses particulières en droit danois. J'étudie plutôt le droit anglais. Les Anglais sont aussi assez maintenant sont premiers en éolien offshore, en nombre de parcs installés, en droit allemand également, en droit belge, mais je cherche encore. En droit danois, j'ai quelques indications, mais c'est vrai que c'est assez particulier. Hein. Je ne parle pas danois déjà. Et les Anglais, alors justement, comment ils s'y sont pris? Les Anglais sont encore en train... Si vous voulez, en fait, c'est intéressant parce que j'ai eu l'occasion de parcourir certains extraits, notamment de Beau. Alors c'est particulier en Angleterre, puisque en Angleterre, c'est le Crown Estate, donc le domaine de la couronne, qui est propriétaire du sol de la mer territoriale, par exemple, et qui délivre des baux. Alors effectivement, eux parlent de baux en mer pour les développeurs. Et quand vous lisez, en fait, quand vous décortiquez un petit peu les détails de ces baux, ils parlent de possibilités d'hypothèques. Alors c'est un peu particulier. Alors, je suis en rapport avec quelques personnes en Angleterre, effectivement, pour savoir un petit peu si ces systèmes d'hypothèques s'appliquent. A priori, pour le moment pas, puisque c'est vrai que les Anglais sont quand même le pays de la finance par excellence. Donc ils ont d'autres ressources pour financer leur parc sans forcément devoir faire appel à des garanties hypothécaires. Mais la question se pose également là-bas, en fait, de savoir concrètement comment pourrait s'appliquer. Mais bon, il faut savoir que d'autres pays, effectivement, sont plus avancés que nous, mais n'ont pas forcément non plus résolu toutes les questions juridiques. Par exemple, quand je vous parlais tout à l'heure
de la volonté de la Belgique ou de l'Allemagne, notamment de l'Allemagne, d'étendre le régime des hypothèques maritimes. C'est une question qui est pendante actuellement. Enfin, je suis en rapport avec un professeur de droit allemand, justement, qui a rédigé pas mal d'articles là-dessus. Et la question est actuelle en Allemagne. Elle n'est pas résolue. Elle n'est pas du tout résolue. Parce qu'effectivement, là, pareil, en Allemagne, pour le moment, ils ont bénéficié de caution de l'État, notamment. L'État a mis pas mal d'argent sur la table pour financer les premiers parcs et apporte sa caution aux banques aussi, à certains développeurs. Mais ça n'est que temporaire. Il faudra aussi, si vous voulez, comme l'Allemagne a quand même une volonté, en plus, comme elle a décidé de sortir du nucléaire, elle a une volonté d'étendre, de construire pas mal de parcs en mer. Et donc, c'est une question qui se pose, de savoir quels sont les droits qui vont être appliqués en mer. Et donc, il y a des études qui sont faites actuellement par des professeurs de droit là-bas pour savoir comment on pourrait appliquer le code civil, par exemple, en zone économique exclusive, puisqu'il s'applique en mer territoriale en Allemagne, puisqu'on a vu que c'est le code civil qui régit les espaces maritimes en Allemagne, contrairement à la France. Mais la question se pose de savoir si ce code civil pourrait s'appliquer et dans quelle mesure il pourrait s'appliquer en zone économique exclusive. Voilà, ce sont des questions qui se posent, mais les autres pays n'ont pas forcément non plus résolu la question. Voilà, donc ce sont des axes de recherche pour l'instant. Alors, justement, pour compléter la question, et ça vient tout de suite à l'esprit, est-ce qu'il est prévu une harmonisation du droit européen, justement, pour déterminer quelque chose qui pourrait faciliter les investissements et Ce serait souhaitable. Alors pour le moment, si vous voulez, alors surtout, là je vous ai parlé de régime de propriété, il y a un aspect du droit qui est vraiment propre à chaque pays, c'est bien le droit de propriété est vraiment très particulier. Et il y a un article d'ailleurs du traité de Lisbonne, qui se retrouvait dans les autres traités européens auparavant, qui dit vraiment qu'en fait, là, c'est le principe de neutralité en fait, qui parle vraiment aussi notamment, qui expose le fait que chaque régime de propriété est particulier à chaque État. Et autant effectivement, il y a une harmonisation européenne au niveau des études d'impact, au niveau du droit de l'environnement. C'est un droit qui est très européen et qui commence à s'harmoniser pour les États. Mais le régime de propriété n'est pas harmonisé du tout. Et pourquoi pas, effectivement, il faudrait par exemple essayer de trouver une harmonisation européenne au niveau des concessions, par exemple, des concessions d'utilisation des parcs. Mais c'est vrai que les droits de propriété, les régimes de propriété étant différents, je vous ai parlé par exemple de l'Allemagne qui ne connaît pas vraiment la notion de domaine public, en tout cas pas régi par un code de la propriété publique, c'est plutôt le code civil qui est en jeu. Par rapport à nous, donc c'est vrai que ce serait compliqué en fait d'harmoniser cela sur la base de régimes juridiques très très différents. Mais bon, pourquoi pas, ce serait une piste. Mais ceci étant, là c'est autre chose, mais on ne va forcément pas faciliter les investissements en France si on confie la chose à EDF, quoi. Je me fais un petit peu l'avocat du diable, mais EDF étant l'investisseur nucléaire par excellence, il n'a pas tellement intérêt à développer les EMR. Je le vois assez mal, quoi. J'ai l'impression qu'on est plus dans une situation de blocage et le droit facilite cette situation de blocage là. Et c'est un petit peu désespérant, quoi. C'est pour ça que je dis une harmonisation européenne permettrait peut-être à des investisseurs qui sont bien avancés par rapport à nous d'implanter justement ces installations et produire une énergie différente de celle que l'on connaît en France, quoi. Oui, tout à fait. EDF est quand même lauréat de l'appel d'offres sur pratiquement toutes les zones. C'est vrai qu'il s'implique aussi dans les EMR, mais c'est vrai que la question des droits de propriété est importante parce que si actuellement elle ne se pose peut-être pas pour EDF, qui n'a peut-être pas les mêmes problématiques de financement que d'autres sociétés. C'est vrai qu'EDF est quand même un capitaux d'État principalement. On va dire qu'EDF, effectivement, quand EDF demande un prêt pour financer un parc, a peut-être moins de soucis de garantie bancaire qu'un autre exploitant. Mais c'est vrai qu'effectivement, si on veut que le marché se développe,
s'ouvre à d'autres structures moins importantes. Effectivement, il faudra prévoir des systèmes de garantie, enfin, des possibilités de développement des droits en mer que ne permet pas l'actuel régime de domaine public maritime. Alors, même si effectivement, moi je ne suis peut-être pas forcément pour l'instauration de droits réels comme ils existent sur le domaine public terrestre en mer, parce que c'est vrai que moi je pense qu'il faut quand même vraiment conserver ce caractère naturel, le caractère naturel du domaine public maritime. Mais par exemple, effectivement, plutôt partir sur une idée d'extension de clauses d'indemnisation, enfin, dans le cas de financement de projet, c'est vrai que ce serait peut-être plus intéressant. Mais voilà. Quand on parle des EMR, on parle d'un domaine où il y a des investissements colossaux et puis des enjeux importants, des enjeux de conflit d'usage, des enjeux environnementaux. Et par là-dessus, vous nous avez bien montré qu'il y avait beaucoup de flou juridique, de questions qui n'étaient pas résolues. Donc j'imagine qu'autour de ces questions, aujourd'hui, il doit y avoir des jeux d'acteurs, est-ce qu'il y a des gens qui poussent pour que ces questions soient résolues? Est-ce qu'il y a quel juriste travaille là-dessus? Est-ce que ça va être plutôt du côté des environnementalistes? Est-ce que ça va être plutôt du côté de l'État? Est-ce que ça va être plutôt du côté des industriels? Enfin, qui a intérêt à j'irais un peu tout le monde, hein, si effectivement on veut que le marché se développe. c'est un peu l'intérêt de tout le monde finalement de travailler sur la question. Si un projet de décret de Z2, par exemple, si un projet de décret en Z2, c'est forcément parce qu'il y a une pression. Bien sûr, non, mais il y a des développeurs qui ont des projets de parcs en Z2, donc forcément il y a des. Il y a une remarque que vous avez faite sur le droit à l'air, pour simplifier le droit à l'air. C'est quand même très important parce que, il y a deux remarques. Si l'État devient propriétaire du vent, comme vous avez dit. Non, attention. C'est une hypothèse. On pourrait se retourner contre lui quand une tempête vous détruit votre toit, par exemple. Parce qu'il ne peut pas prendre le bien du vent et pas le mal. C'est sûr. Non, mais c'est une... C'est une question très intéressante. Enfin, je n'ai surtout pas... Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il faut être logique. Si on prend le vent, on prend tout. Bien sûr. Par contre, si vous aviez dit aux Gaulois qu'il y aurait une loi sur la terre, quand ils avaient envie d'une terre, s'ils arrivaient à la conquérir, elle était conquise et puis ils s'installaient dessus, quoi. Hein. Et là, le droit de propriété s'est installé. Si vous aviez dit aux paysans de Pleumeur, il y a un siècle, que l'eau poserait problème, ça l'aurait fait rigoler. Et là, on est en train de parler du vent qui serait privatisé, en fait. Privatisé ou nationalisé, mais c'est pareil. Donc, vous voyez, tous les éléments se trouvent... Bien sûr, non, mais ce sont des questions je trouve très intéressantes parce qu'en fait, et d'ailleurs, il y a une thèse qui a été réalisée sur cette notion il y a quelques années, sur la notion de chose commune, justement, et qui je trouve très intéressante parce que elle montre bien qu'en fait, il n'y a rien de figé, il n'y a rien d'établi dans cette notion-là. Non, mais il y a quand même une progression. Il y a des cultures, par exemple, effectivement, certaines cultures où la terre n'est pas un bien privatif, par exemple. Hein. Nous, effectivement, on est très attachés au droit de propriété foncier dans nos contrées occidentales, on va dire, mais il y a des cultures, effectivement, où la terre est une chose commune aussi. Hein. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance à croire, par exemple, que la mer a toujours été considérée comme une chose commune. Ça tombe sous le sens, mais cette thèse montrait que même si elle était qualifiée de chose commune, par exemple, par les Romains, elle a toujours été considérée plus ou moins comme chose commune. Ça n'a jamais été évident, et il a fallu effectivement des lois pour vraiment en assurer l'usage commun et pour faire en sorte que ce soit respecté. Notamment pour l'air également. Il y a des lois, notamment du niveau du code de l'environnement, qui garantissent la qualité de l'air. Mais c'est vrai que, notamment de par les phénomènes de pollution et de gaz à effet de serre, l'air est une chose qui devient de plus en plus spoliée, on va dire. Et donc il faut toujours se battre pour faire en sorte que ces éléments naturels restent des choses communes. Mais c'est vrai qu'effectivement, il n'y a rien d'acquis, il n'y a rien de figé dans ces notions-là. Justement, une subsistance de cette notion, c'est le droit anglais qui fait que la terre et les mines appartiennent à la reine, à la couronne, disons, et que le droit
est basé là-dessus, quoi. Hein. En Et dans Angleterre, les îles anglo-normandes également. En Angleterre, c'est encore différent. Ils ont une notion intéressante, en fait, qui est la notion de public trust, puisque les anglo-saxons sont très friands de la notion de trust, hein, notamment aussi dans le domaine public. Et c'est vrai qu'il est dit que, par exemple, le domaine de la couronne est propriétaire du sol de la mer, par exemple, mais en fait, c'est une propriété qui ne s'entend pas de la même façon que la propriété de l'État en France. On dit que, effectivement, le domaine de la couronne est propriétaire, mais pour le compte pour le compte de la population, en fait. Hein. Il est le trustee du peuple et finalement doit rendre des comptes, en fait, au peuple britannique. Alors c'est vrai que ce sont encore des régimes différents, mais sont des notions très intéressantes, en fait, à étudier dans ces régimes. Mais c'est une question intéressante, effectivement, de poser. Ouais. Justement, pour revenir à la chose commune, quand vous aviez parlé des colonnes d'eau, vous aviez parlé de l'article 714, donc je crois vous vient celui-là. C'est l'article 714 du Code civil. Le Code civil, d'accord. Chose commune, donc on n'a rien à dire, pas d'autorisation à demander, sauf s'il y a une restriction du libre usage pour tous. Donc au niveau de la colonne d'eau, est-ce que vous pouvez développer un petit peu, qu'est-ce que vous entendez par libre usage pour tous d'une colonne d'eau? Qu'est-ce qui serait restrictif? En fait, ce que je voulais dire, c'était surtout pour montrer qu'en fait, par rapport au domaine public maritime qui appartient donc à l'État et qui doit faire l'objet d'une autorisation quand on veut s'y implanter, la colonne d'eau en elle-même, si vous voulez, ne faisant pas partie du domaine public maritime, en fait, n'est pas sujette à autorisation pour sa simple utilisation. Mais effectivement, si on veut que l'usage soit assuré, soit libre pour tous et que la qualité de l'eau soit assurée, effectivement, il faut quand même contrôler l'usage. Et c'est l'objet de la loi sur l'eau, en fait la loi sur l'eau de 1992, qui a vraiment établi le principe de patrimoine commun de la nation et qui effectivement parle de la ressource en eau et parle également de cette notion effectivement très intéressante de protection du patrimoine commun pour l'usage de tous. Il n'y a pas de notion de propriété, en fait, c'est simplement une protection de l'usage. Et je ne sais pas si c'était le sens de votre question. Pas tout à fait, mais vous avez répondu un petit peu quand même. C'est par exemple, nuire au libre usage serait par exemple polluer cette colonne d'eau. Tout à fait, c'est la raison pour laquelle, en fait, certaines activités sont soumises à l'autorisation au titre de la loi sur l'eau, dont le développement des énergies marines, en fait, qui font maintenant partie effectivement de la nomenclature eau. Est-ce qu'on peut considérer que l'occupation d'une colonne d'eau, c'est une forme de pollution? L'occupation par la machine en elle-même, puisque... Tout à fait, c'est une question très intéressante parce qu'on pourrait considérer que on pourrait se demander effectivement en quoi l'exploitation d'énergie marine en mer pourrait constituer une source de pollution. Alors là, si vous voulez, c'est vu de façon plus large puisqu'en fait ça concerne également notamment tout ce qui est en implantation en mer, toutes les périodes de construction. C'est très particulier puisque quand vous lisez par exemple un arrêté préfectoral loi sur l'eau concernant les EMR, ça concerne effectivement toutes les perturbations, notamment à la colonne d'eau en tant que telle, mais aussi aux espèces ou à la faune, la flore qui peuvent se trouver effectivement dans cette eau, qui peuvent être perturbées par les opérations de construction, par les différents sédiments qui peuvent effectivement se retrouver dans l'eau par rapport du fait de la construction des éoliennes. Il y a tout un aspect. C'est pas simplement l'exploitation en fait de l'énergie en fait en tant que telle. C'est surtout les opérations de construction également qui sont contrôlées et notamment effectivement de façon plus large tous les impacts environnementaux qui peuvent survenir du fait notamment des champs électromagnétiques par exemple par rapport aux câbles, par rapport à l'activité des éoliennes ou le bruit des pales qui peut perturber les espèces marines. C'est de façon très large en fait. C'est l'eau prise dans sa globalité, la colonne d'eau ainsi que les espèces qui s'y trouvent donc là c'est pris. Je ne sais pas si c'est clair si je réponds à votre question. Si. Voilà. Sur ces notions de propriété, si le droit
est pas très clair au niveau des concessions, par exemple, d'occupation du domaine public, sur la concession à Paimpol pour EDF. Est-ce que tout ça a été écrit noir sur blanc puisque la loi fait défaut, ou est-ce que ça n'a pas été tranché? Est-ce qu'il y a un engagement des porteurs de projets de retirer les machines? Est-ce que si les machines restent... Bien sûr, non, tout à fait, bien sûr, bien sûr. C'est simplement, si vous voulez, quand vous lisez la convention de concession, alors là, pareil, on parle de convention de concession, mais bon, c'est pas vraiment une convention, puisque c'est plutôt... Il n'y a pas beaucoup de bilatéralité là-dedans, mais bien qu'EDF ait réussi effectivement à faire insérer une clause supplémentaire, mais quand vous lisez la convention de concession, effectivement, vous retrouvez toutes les préconisations donc de retrait des engins, de démantèlement à la fin du titre. Oui, non, tout ça, effectivement, ce sont des questions qui sont abordées. Mais j'en ai parlé parce qu'effectivement, dans cette concession-là en particulier, par rapport, par exemple, à la convention qui avait été délivrée à la société Enertrag, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait une société qui avait été lauréate du premier appel d'offres en 2004. Et quand effectivement j'ai eu l'occasion de lire un peu effectivement la convention de concession d'occupation du domaine public maritime, cette clause par exemple n'apparaissait pas. Alors oui, il y avait la clause qui prévoyait l'indemnisation des investissements non encore amortis par exemple, en cas de retrait pour motif d'intérêt général, mais il n'y avait pas de clause, il n'y avait pas d'indemnisation supplémentaire possible. Or là effectivement dans cette concession EDF, il y a une porte qui est laissée ouverte, en fait, une possibilité d'indemnisation supplémentaire, alors par entente amiable ou par voie contentieuse. Bon, effectivement, c'est quand même pas non plus très très bien défini, mais même si ça reste encore très flou, c'est quand même une porte ouverte supplémentaire par rapport à un régime qui paraît quand même assez restrictif. Mais non, mais sinon toutes les questions de démantèlement, enfin oui, effectivement, tout ça, ce sont des questions qui sont abordées dans la Convention. Tout à fait. D'accord, mais du coup, les points flous qui n'auraient pas été ciblés, qui ne sont pas précisés dans la concession... Oui, tout à fait, non, mais effectivement... On ne sait pas ce qui se passe. Non, sur la propriété des engins, enfin bon, il y a pas mal de notions qui ne sont pas du tout abordées. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un projet de base de données centralisée concernant le droit des EMR au niveau français, européen ou mondial, de façon à voir exactement ce qui va se passer dans les années à venir et faciliter la prise d'informations? Je ne pense pas, ce serait bien. Qu'est-ce que vous entendez par base de données? Toute la jurisprudence et toutes les lois nationales. Jurisprudence pour le moment, elle est un peu limitée. Hein. Enfin, petit à petit, il y en aura de plus en plus. Oui, j'imagine, effectivement. Ce sera, enfin, une base de données précisément, non, ce sera mentionné, effectivement, mais il n'y aura pas de base de données précise. Sinon, chaque société concernée par ces sujets devra se faire elle-même sa propre base de données. Oui, tout à fait. D'accord. Certainement. Ce serait souhaitable. Vous avez évoqué le sujet des assurances. Oui. Effectivement, il n'y a pas de référence encore de pépin, de remboursement. Et quand on voit le coût de construction d'une éolienne et a fortiori d'un parc, les coûts de maintenance, les dégâts éventuels de collision, enfin, etc., est-ce que, à votre connaissance, pour les parcs existants, donc dans certains pays, depuis longtemps quand même, c'est pratiqué, est-ce que ce sont la gestion éventuelle des remboursements, est-ce que ce sont des compagnies privées ou est-ce que ce sont des pools qui sont regroupés? Les deux. Enfin, j'ai pas d'éléments extrêmement précis. Les sommes en cas de dégâts seraient phénoménales. Tout à fait. Non, il y a à la fois des compagnies privées, il y a des systèmes de réassurance, de coassurance, de pools privés. J'imagine qu'en Angleterre, les Lloyds, par exemple, doivent être partie prenante dans ce genre de marché. Mais alors c'est vrai qu'en France, pour le moment, il y a des études qui sont faites, hein, mais c'est vrai que les compagnies françaises sont un peu frileuses sur ce marché, pour le moment. Ils sont frileuses ou ont été bloquées pendant très longtemps? Bloquées par quoi? EDF, entre autres. Enfin, c'est ce qui s'est dit à un moment, qu'EDF freinait tout projet.
Non, par rapport aux assurances, je ne pense pas. Non, non, mais au niveau même installation. Enfin. Je ne sais pas, peut-être, mais je n'ai pas d'éléments précis à vous apporter. Là, on rentre dans des considérations non plus forcément juridiques. Et alors, si vous avez parlé de l'air aussi à un moment, alors là, ça va être encore plus difficile, puisque vous avez parlé de l'air à un moment, des vents, entre autres. Bon, mais à ce moment-là, ça va être beaucoup plus difficile, parce que là, ça devient... on nous a bien dit que les nuages de Tchernobyl s'étaient arrêtés à la frontière, mais enfin, c'est pas évident quand même. Oui, tout à fait. Je vois que cette question d'air suscite des questions. Question. On va remercier Séverine Michalak. Bah oui, puis moi je vous remercie aussi vous parce que vos questions étaient très intéressantes. Merci. Merci.